Bonsoir à nouveau, chers auditeurs. Nous abordons la deuxième partie de notre libre journal des sciences et des techniques. Ce libre journal est animé par votre serviteur Paul de Vels et nous recevons ce soir les membres de l'association Cocopelli pour nous parler des problèmes des semences. Les semences potagères et céréalières. Alors, pour aborder ces problèmes, nous avons invité ce soir Madame Karine Fleith, je prononce ça de façon approximative, qui est membre de Cocopelli, coordinatrice adjointe aux côtés de Claire Chanu du collectif Femmes Semencières, dont le but est d'éduquer à la semence reproductible, et coordinatrice du jardin partagé de Courbevoie, dont vous allez pouvoir nous parler tout à l'heure et que nous n'avons pas évoqué jusqu'ici. Nous recevons également Monsieur Jocelyn Moulin, trésorier et cofondateur de Cocopelli, aux côtés de Dominique et Sophie Guillet, respectivement président et secrétaire. Et Jocelyn Moulin est connu de beaucoup de nos auditeurs puisqu'il est présent dans des salons, dans des foires biologiques et surtout aux fêtes des plantes de Courson et de Saint-Jean-de-Beauregard, où il a le stand de Cocopelli. Cocopelli est une association dont nous avons longuement parlé dans la première partie de notre émission et dont nous parlerons encore, bien entendu, dans cette deuxième partie. Et enfin, Madame Blanche Magarinos-Rey, avocate internationale, juriste, spécialiste du droit à l'environnement et qui répartit son activité entre Bruxelles et Paris. Alors, Madame Magarinos-Rey, vous m'excusez, je suis un petit peu fatigué par un long vol international. Mais appelez-moi Blanche, tout simplement. Blanche, eh bien, je voudrais que vous continuiez à nous parler des problèmes posés par la semence et l'Europe. Alors, pour résumer aux auditeurs qui prennent l'émission en cours, dans la première partie, nous avons surtout évoqué le fait que le marché des semences était tenu par un tout petit nombre de sociétés multinationales qui, en fait, se sont taillées peu à peu une législation sur mesure. En fait, la plupart des semences potagères et céréalières sont ce que l'on appelle des hybrides F1. Ce sont des hybrides entre plusieurs lignées, mais qui ont la particularité de ne pas être toujours stériles, mais à la deuxième génération, lorsqu'on sème leurs graines, on obtient des résultats qui n'ont rien à voir avec la plante d'origine. Donc ce n'est pas intéressant de ressemer des graines de tomates F1. Et qui représente 90% ou plus des plantes cultivées. Alors il y a une autre catégorie de plantes qui sont cultivées à partir de graines. Ce sont ce qu'on appelle les variétés fixées, qui sont traditionnelles, et il y en a très peu qui sont inscrites au catalogue des plantes dont la culture et la commercialisation est licite. Et enfin, vous avez les semences OGM. Alors, nous n'en avons pas beaucoup parlé et peut-être pourrons-nous le faire dans cette deuxième partie d'émission. Ce qui est important dans ce problème, c'est que les graines de semences, plutôt les semences traditionnelles de plantes qui sont appelées variétés fixées, eh bien, ne sont répertoriées dans le catalogue des plantes dont la culture est licite qu'en tout petit nombre, alors que Cocopelli, eh bien, présente dans un catalogue raisonné qui est accessible à toute personne qui s'adresse à elle, plus de 3500 variétés différentes. Alors, je répète ce chiffre que j'ai donné en début d'émission. Dans le catalogue du GNIS, c'est un organisme français qui est à charge de regrouper les variétés dont la culture et la commercialisation est licite. Vous avez 357 variétés de tomates, donc 5 variétés anciennes fixées et 352 hybrides F1. Et Cocopelli
donne les graines de plus de 700 variétés de tomates. Et bien entendu, vous pouvez faire les mêmes règles pour les courgettes, les poivrons, les aubergines et toutes les autres variétés. Alors ce point est très important parce que ça veut dire que si Cocopelli n'existait pas, eh bien il n'y aurait pas la possibilité de se procurer ces graines. Bien entendu, vous avez, Jocelyn, mentionné le fait que les grands semenciers, comme Limagrin entre autres, eh bien affirment qu'ils possèdent, eux, les informations génétiques sur une grande partie de ces variétés anciennes, mais bien entendu, ce ne sont des conservatoires privés dont on ne connaît pas le contenu et il n'y a pas, si vous voulez, c'est pas géré par l'État. Ce qui veut dire qu'il n'y a que le monde associatif de Cocopelli pour assurer le conservatoire de ces espèces. Nous sommes bien d'accord. Absolument. Alors maintenant, je donne donc, comme je l'avais dit au départ, la parole à Blanche Magarino-Ré, qui va nous parler de toutes les difficultés potentielles, des différentes négociations également qui ont lieu entre l'Europe et les États-Unis, des problèmes du mandat qui a été donné pour négocier ces accords et en particulier l'évolution de la législation avec ce qui est aussi important, c'est la façon dont la loi je crois qu'il y a une loi qui a été votée en 2011, eh bien, qui n'est pas encore appliquée, je crois, sur les semences. Est-ce que je me trompe? Une loi française sur le certificat d'obtention végétale. Voilà, exactement. C'est différent. Hein. Là, on mélange beaucoup de sujets, en fait. Donc, je vais y revenir. On va essayer de mettre Alors, de, si vous voulez, vous êtes la spécialiste, et je vous donne la carte blanche pour que vous nous parliez de ces sujets afin de presser le citron au maximum et que nos auditeurs soient informés. Alors, je vais essayer de faire ça quand même assez rapidement parce que là, on a évoqué beaucoup de sujets, le commerce des semences, les droits de propriété intellectuelle, les OGM, les négociations sur le grand marché transatlantique, tout ça, ça fait beaucoup de sujets d'un coup, donc je vais essayer de mettre un peu d'ordre. Tout d'abord sur le commerce des semences, qui est vraiment un sujet à distinguer des droits de propriété intellectuelle. Sur le commerce des semences, on a une législation européenne qui date des années 60, une directive qui a été transposée en droit français comme elle a été transposée dans les différents États membres de l'Union européenne. Donc cette législation impose aux semenciers d'enregistrer donc les variétés nouvelles qu'ils veulent mettre sur le marché, commercialiser et éventuellement même échanger et donner aussi. Dès lors que ces semences sont destinées à une utilisation commerciale. Alors, quel est le problème? C'est que au moment où vous devez enregistrer la variété au catalogue officiel, vous devez remplir certaines conditions obligatoires. Vous devez passer des tests, vous devez payer des droits d'entrée sur le catalogue. C'est une véritable procédure d'autorisation préalable de mise sur le marché, comme celle qui existe par exemple pour les médicaments ou les pesticides. Mais là, il s'agit des semences. Alors, les conditions d'accès au catalogue, elles sont de 3 ordres. On appelle ça les critères de distinction, d'homogénéité et de stabilité. Ce sont des critères qui s'appliquent à toutes les espèces, y compris donc aux potagères et aux grandes cultures. Et pour les espèces de grandes cultures, vous avez un critère supplémentaire qui s'appelle la valeur agronomique et technologique, qui est en fait un peu le concept de progrès génétique qui a été rendu obligatoire pour les grandes cultures. Je vais insister plutôt sur les potagères, puisque c'est ce qui nous préoccupe chez Cocopelli en premier lieu. Donc pour les potagères, seuls les critères de distinction, homogénéité et stabilité sont applicables. Alors, le critère de distinction, ça signifie que la variété qui est candidate à l'inscription doit être distincte par certains caractères des variétés qui sont déjà au catalogue. Ça pose pas véritablement un problème pour les variétés anciennes. On a beaucoup critiqué malgré tout ce critère de distinction parce que, en définitive, on voit bien que la plupart des variétés qui sont inscrites au catalogue se ressemblent beaucoup. En fait, on a fait des distinctions vraiment infimes sur des caractères biologiques très précis, de manière à pouvoir inscrire de nouvelles variétés au catalogue, mais beaucoup sont très similaires. Ensuite, on a un critère d'homogénéité génétique, ça signifie que
à l'intérieur d'une même variété, tous les individus de cette variété doivent être identiques génétiquement les uns aux autres. Donc c'est pratiquement du clonage, sauf que la méthode de reproduction, ça n'est pas du clonage végétatif, hein, mais les individus, les plantes sont absolument identiques les unes aux autres à l'intérieur d'une même variété, et c'est ce qui vous permet d'avoir dans un champ, eh bien, une production très homogène, très standard, avec des plants qui vont donner exactement les mêmes fruits et qui vont mûrir au même moment, que vous allez pouvoir récolter de manière mécanique. Et ce critère a été façonné sur mesure pour l'agriculture industrielle, c'est une évidence. L'agriculture industrielle et aussi la grande distribution qui avait besoin de produits très standards. Et puis ensuite, on a un critère de stabilité commerciale, dans lequel celui qui inscrit la variété s'engage à mettre sur le marché la même variété chaque année pendant toute la période de son inscription au catalogue, hein, qui peut aller jusqu'à 25 ans. Alors, les deux derniers critères, homogénéité et stabilité, posent problème pour les variétés anciennes qui sont hétérogènes. Donc, elles ont une base génétique qui est beaucoup plus large et donc au sein d'une même variété, même si les individus se ressemblent et peuvent être rassemblés sous l'étiquette d'une variété, eh bien les individus sont distincts, ils vont avoir des fruits qui vont être un peu différents les uns des autres, ils vont peut-être pas mûrir au même moment. Donc on a ce qu'on appelle une variété hétérogène. Et cette caractère d'hétérogénéité empêche à ces variétés d'être inscrites au catalogue. Et puis ensuite, on a aussi un problème avec la stabilité parce que ces variétés anciennes qui ont une base génétique assez large, eh bien, elles évoluent au fil du temps avec le changement des caractéristiques de terrain ou des caractéristiques de climat, des sols. Vous allez planter une variété à un endroit et puis la même à 20 km de là et vous allez avoir des résultats différents. Elles évoluent en fait en fonction des conditions pédoclimatiques et donc il est très difficile de remplir ce critère de stabilité commerciale parce que entre l'année X et l'année X plus 20 ou même l'année X plus 10, vous allez avoir des caractéristiques différentes pour la variété. Donc ces différents critères ont fait que les variétés anciennes, qu'on appelle anciennes, qui sont des variétés qu'on appelle aussi à pollinisation ouverte et qui appartiennent au domaine public, eh bien elles ont été rendues illégales. Voilà. Alors ensuite vous avez le problème des droits de propriété intellectuelle. Alors, attendez, juste sur cette première partie, une question. Est-ce que les qualités gustatives entrent en compte ? Non, absolument pas. C'est un point important, parce que précisément, l'intérêt de beaucoup de variétés anciennes, c'est qu'elles ont bien meilleur goût, bien meilleur parfum que les variétés classiques. Donc ce point étant entendu, une deuxième question, je voulais quand même mentionner qu'il est très important dans la pratique d'avoir des variétés hétérogènes, parce que ces variétés hétérogènes, dans la mesure où les semences sont reprises d'une année sur l'autre, s'adaptent au terrain. Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai aussi que pour des questions aussi de résistance aux maladies, quand vous avez des individus qui sont différents les uns des autres sur le plan génétique, eh ben certains vont être décimés par une peste, et puis d'autres vont réussir à résister. Une race humaine où tous les uns attraperaient la grippe au même moment, ça serait un petit peu gênant pour. Oui. Oui. Exactement, c'est ça. Ou une race humaine dans laquelle tous les individus seraient identiques sur le plan génétique, une grippe arriverait et effectivement elle se propagerait chez tous les individus très rapidement. C'est exactement ce qui se passe dans l'agriculture. Nos plantes très hétérogènes sont devenues très vulnérables aux maladies. Et c'est pour ça qu'elles ont besoin d'un arsenal de produits chimiques avec des utilisations répétées. Et c'est pour ça que notre agriculture en fait est complètement dépendante des intrants chimiques. Et c'est vrai que si on voulait sortir de l'agriculture chimique, ma foi, il faudrait renouveler largement le stock des variétés disponibles sur le marché. Alors, excusez-moi, je vous ai interrompu, mais je pense que ces points méritaient d'être mentionnés. Oui, tout à fait. Alors, il y a autre chose qui est souvent dit par les semenciers, c'est que ces critères d'inscription au catalogue nous prémunissent contre les maladies. Il faut quand même vérifier la qualité sanitaire des semences. Ils parlent beaucoup de qualité. Et là, en fait, c'est un discours qui est quand même assez trompeur parce que ce qu'on critique ici, ce sont les critères d'inscription au catalogue. C'est ce catalogue avec ces critères qui est problématique et non pas les critères de ce qu'on appelle la certification. Et là, il s'agit de toute autre chose.
chose. La certification, donc c'est un autre pan de la réglementation qui vise à contrôler les conditions de mise en culture des semences, non pas des variétés, pour savoir si la variété va être autorisée à la vente ou non. Il s'agit de savoir comment est-ce que ceux qui vont produire les semences pour les mettre sur le marché les cultivent. Alors pour voir s'il y a des pollinisations croisées dans les champs, pour s'assurer que lorsque vous mettez un sac de blé, de 10 kilos de blé sur le marché, vous ne trouvez pas dans le sac 2 kilos de pierre ou des brindilles ou alors des espèces de plantes adventices, pour s'assurer aussi d'une certaine qualité sanitaire, etc. Tous ces critères-là, en fait, sont parfaitement compréhensibles et ils s'appliquent aux semences, également aux semences de cocopelli, et nous ne les avons jamais critiquées. Donc, il ne faut pas assimiler, en fait, les contrôles de certification aux difficultés qui sont générées par la législation sur l'autorisation de mise sur le marché et le catalogue officiel. Alors, ce qu'il faut dire aussi, pour aborder la question des droits de propriété intellectuelle, c'est que ces 3 critères d'inscription au catalogue officiel, eh bien, par un certain hasard, sont les mêmes critères exactement que ceux qui vous permettent d'obtenir un droit de propriété intellectuelle sur la variété. Un droit de propriété intellectuelle, ça veut dire un monopole d'exploitation commerciale pendant un certain temps. Et le régime du brevet étant inadapté en particulier la description du monde végétal, eh bien, le législateur a créé un régime particulier qui s'appelle le certificat d'obtention végétale. C'est un peu comme le brevet, mais c'est un brevet qui est particulier aux plantes, aux variétés végétales. Et pour avoir un certificat d'obtention végétale, pour l'obtenir, eh bien, il faut remplir 3 critères: distinction, homogénéité, stabilité. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? In fine, ça signifie que le catalogue officiel des variétés autorisées à la vente est devenu un outil de promotion des droits de propriété intellectuelle. Il est devenu un peu le catalogue des variétés protégées, des variétés appropriées. C'est là qu'il y a un problème, Comme je vous le disais tout à l'heure, les variétés qui appartiennent au domaine public, à tous, elles sont hétérogènes, elles ne sont pas stables dans le temps, et donc vous ne pouvez pas les commercialiser. Les seules que vous pouvez commercialiser, finalement, ce sont celles qui sont homogènes et stables, et grâce à ces critères-là, vous obtenez également un droit de propriété intellectuelle dessus. Puis-je vous poser une question? Alors, par exemple, je cite toujours le même chiffre, 357 variétés de tomates dont la culture et la commercialisation est licite, 352 hybrides F1, et ces hybrides F1 appartiennent à des groupes. C'est-à-dire, ce sont des semenciers qui commercialisent leurs semences et qui prélèvent des bénéfices dessus, sachant qu'on n'a aucun intérêt à les ressemer, il ne va rien ressortir des semis. Mais il y a 5 variétés fixées, c'est-à-dire ces variétés traditionnelles. Et ces 5 variétés traditionnelles sont ressemables. Est-ce qu'elles appartiennent à quelqu'un ou sont entièrement dans le domaine public? Elles sont dans le domaine public. Ce sont des variétés qui étaient dans les catalogues avant 1950 et qui y sont restées sans en avoir été exclues et qui n'ont pas été. C'est-à-dire, ce sont des variétés qui restent d'autrefois. Oui, qui restent. Et il n'y a aucune variété variété fixée et qui réapparaît dans les nouveaux catalogues. Parce que, bien entendu, si on voulait faire réapparaître une variété fixée dans le catalogue, il faudrait payer pour faire la procédure d'habilitation que vous avez évoquée. Oui, il y en a quelques-unes qui ont été inscrites au travers de la liste des variétés amateurs que je mentionnais tout à l'heure. C'est même pas 250 variétés en France. Et puis après, la Commission européenne a créé une nouvelle catégorie qui s'appelait les variétés de conservation en 2009. Et là, sur cette liste, il y a peut-être 5 variétés qui ont été inscrites en France. Oui, mais alors, donc c'est rien du tout. Ce sont des organismes de recherche qui ont inscrit ça. Vous avez des sociétés comme la société Graines Beaumont qui a inscrit quelques variétés sur la liste amateur en son temps. Et voilà, et donc c'est très peu de choses, c'est tout à fait résiduel. Et ce sont les quelques variétés là qui sont citées ici. On a quelques variétés du domaine public qui sont inscrites au catalogue, soit parce qu'elles étaient inscrites dans les catalogues anciens, soit parce que quelques individus, quelques entreprises ici et là ont inscrit des variétés du domaine public.
mais l'immense majorité des variétés du domaine public qui existaient avant 1950 n'est pas au catalogue. Oui, mais alors justement, ça veut dire en quelque sorte que si, imaginons que par exemple il y ait une pression pour inscrire une semence traditionnelle au fichier licite, enfin je l'appelle comme ça, mais tout le monde comprend ce que ça veut dire, eh bien il faudrait que quelqu'un arrive à payer toute la procédure. Et ça, étant donné qu'il n'en tirerait aucun bénéfice, ça ne pourrait être qu'un organisme d'État. Oui, exactement. Et nous, on a toujours dit, bon, si vous voulez nous obliger à enregistrer dans un catalogue officiel les variétés qui appartiennent au domaine public, dès lors qu'elles n'appartiennent à personne, qu'elles sont le patrimoine de tous, c'est l'État qui devrait faire cet enregistrement. Et si ça génère des frais, c'est l'État qui devrait les payer. Et bien entendu, l'État s'y refuse. Alors, ça dépend des États. Là, dans le cadre des négociations à Bruxelles, vous avez des États qui sont favorables, effectivement, à ce que l'inscription soit gratuite pour les variétés du domaine public. Et il y en a d'autres qui estiment que ça génère des frais pour l'administration et que l'administration doit récupérer ces frais sur certains opérateurs. C'est-à-dire qu'elle n'inscrirait des semences que si elle peut en tirer des bénéfices, et à ce moment-là, ces semences lui appartiendraient en quelque sorte. Les variétés du domaine public, elles ne peuvent appartenir à personne. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est assez injuste aussi, parce que celui qui va inscrire une variété qui appartient au domaine public, il va payer des droits d'inscription pour ça, il va faire des démarches auprès de l'administration pour cela, et il aura aucun monopole d'exploitation commerciale. N'importe qui pourra distribuer la variété. Donc c'est pour ça que, à plus forte raison, c'est l'État qui devrait prendre en charge ces inscriptions si elles sont obligatoires. En définitive, l'inscription ne devrait pas être obligatoire, elle devrait être volontaire. Mais si elle est rendue obligatoire, à ce moment-là, pour les variétés du domaine public, c'est l'État qui devrait prendre en charge ces frais. La France, très clairement, à Bruxelles, s'y refuse. La France estime, au bénéfice évidemment de son secteur semencier industriel, estime que une inscription doit être payante. Alors, donc je reviens au droit de propriété intellectuelle. Là, cette décision de la France, c'est une décision qui ne change pas en fonction des différents partis politiques qui se sont succédés au pouvoir. Non, malheureusement, ça fait bien longtemps que ça dure. Et là, on voit qu'on a un gouvernement socialiste qui est au pouvoir. Et c'est Stéphane Le Foll qui a signé, que je sache, le mandat qui a été donné à Isabelle Clément-Nissou du GNIS, donc l'interprofession semencière, pour aller rédiger le texte sur les semences à Bruxelles. C'est-à-dire qu'il y a une parfaite homogénéité entre les différentes couleurs politiques qui se sont succédées à la tête de la France sur ce point. Sans distinction et avec une parfaite homogénéité et dans la stabilité. Donc on revient à la DHS. Voilà. Exactement. Je vois pas la différence. Excusez-moi, mais j'essaie Non, mais c'est très bien. Je pose ces questions au fur et à mesure, parce que si vous voulez... ce que vous dites est très intéressant. Je vous en prie, continuez. Dans la stabilité, l'homogénéité, oui, tout à fait. Et c'est vrai que je pense que c'est un sujet qui échappe en fait aux politiques. C'est un sujet assez complexe, comme vous le disiez tout à l'heure, qui est pas très connu du grand public, qui n'a jamais été véritablement vu comme un enjeu politique. Et donc les différents personnels politiques qui se succèdent dans les ministères n'y voient que du feu et font confiance à leur administration. Et leur administration, elle est tout à fait en cheville avec l'industrie semencière. L'industrie semencière qui a été insérée à l'intérieur du ministère de l'Agriculture par l'administration de Vichy. Et cette situation perdure depuis 1942 jusqu'à aujourd'hui de manière inchangée. Donc effectivement, s'il y a une réforme qui devrait être menée aussi, c'est sortir en fait l'industrie de ce conflit d'intérêts permanent qui consiste à lui donner des prérogatives de puissance publique, des compétences de législateur, etc. Bref, donc pour en revenir au droit de propriété intellectuelle, comme je vous le disais tout à l'heure, les critères d'inscription au catalogue sont les mêmes que les critères d'octroi d'un droit de propriété intellectuelle. Les droits de propriété intellectuelle, c'est, donc comme je vous le disais tout à l'heure, certificat d'obtention végétale et puis aussi brevet.
Brevets, mais pas sur les variétés végétales, sur les micro-organismes. Et donc là, on aborde le thème des OGM, qui est un thème qui est à distinguer strictement aussi, parce que la législation sur les OGM est une législation distincte qui crée une procédure d'autorisation préalable de mise sur le marché et de culture, qui est distincte de la législation sur le commerce des semences, qui est distincte de la législation sur les droits de propriété intellectuelle. Et la réforme qui a cours en ce moment à Bruxelles ne concerne que la législation sur le commerce des semences. Pas les droits de propriété intellectuelle, pas les OGM non plus, donc il ne faut pas tout mélanger. Alors, les droits de propriété intellectuelle, quand on aborde ce sujet-là, la question qui vient à l'esprit, c'est est-ce que les paysans ont le droit de ressemer les semences qu'ils achètent ? Ça, c'est vraiment une question qui concerne les droits de propriété intellectuelle, pas le commerce des semences. Alors, je voudrais juste, à ce moment-là, vous citer un texte que je vous demanderai de commenter, puisqu'il est exactement dans la ligne de votre propos. C'est un projet de motion qui a été présenté par l'Académie d'agriculture dans le cadre des groupes de réflexion sur les plantes génétiquement modifiées. Et alors, cette motion, donc, qui vient de l'Académie d'agriculture, je précise. Qu'est-ce que l'Académie d'agriculture ? L'Académie d'agriculture, c'est une académie, comme il y a l'Académie de médecine, l'Académie de pharmacie, l'Académie de vétérinaire, et qui est... C'est pas très officiel, tout ça. Si, c'est un organisme, je ne sais pas exactement... Académie de billard, non ? Oui, il y en a. Si vous voulez, vous avez en France, je me permets puisque vous posez la question, vous avez les 5 académies qui forment l'Institut de France, qui sont l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des beaux-arts, l'Académie des sciences morales et politiques et l'Académie des sciences. Ces 5 académies forment l'Institut de France. Et donc, toute personne qui fait partie de l'une de ces 5 académies est membre de l'Institut, sous-entendu de France, créé par Mazarin. Bien. Eh bien, cette académie d'agriculture n'en fait pas partie. Non, comme plus que l'Académie de médecine, et vous avez par exemple des académies qui se sont formées pour essayer de réunir des personnalités choisies par elles-mêmes dans le cadre d'une spécialité donnée. Donc ainsi, vous avez une académie d'agriculture. Alors, je ne sais pas comment sont choisis ses membres, mais elle existe. Au hasard. Non, alors ne soyons pas polémiques, elle existe. Elle existe, et si vous pouvez la trouver sur Internet, c'est quelque chose qui a des statuts, qui se réunit, qui délibère. C'est une association, quoi. Si vous voulez. Mais alors, je pense que ça a au moins le statut d'association reconnue d'utilité publique. Bon. Et le problème de cette académie d'agriculture, c'est que parfois, elle se prend pour un peu plus que ce qu'elle est, et elle cherche à associer, par exemple, d'autres académies plus sérieuses, comme l'Académie des sciences, à ses délibérations. Et ainsi, le texte que je vous dis a été également présenté sans succès à l'Académie des sciences, qui a refusé de s'y associer. Mais néanmoins, c'est une partie de ce texte, ça mérite pas qu'on y passe un temps infini, mais c'est pertinent par rapport à votre discours, et il est dit dans ce texte, donc je répète, provenant de l'Académie d'agriculture, la chose suivante. Les agriculteurs français peuvent réutiliser les graines issues des plantes génétiquement modifiées en tant que semences de ferme, dans les mêmes conditions que les graines issues de semences traditionnelles, et il est fait référence à la loi sur les inventions biotechnologiques du 8 décembre 2004. Alors, ça me paraît quelque chose, a priori, moi j'aurais tendance à dire que ce texte est inexact, ou peut-être il est tordu en quelque sorte, parce que la réutilisation de graines issues de plantes génétiquement modifiées, c'est quelque chose qui n'est pas toujours prévu, mais de toute façon, si par exemple un OGM est fertile, eh bien de toute façon on ne peut le réutiliser qu'en versant des droits de propriété à la personne qui l'a fabriqué. Est-ce que c'est exact? Exact. Des royalties, comme on dit. Et donc, les graines issues de semences traditionnelles, eh bien, sont gratuites. Là, le terme traditionnel est très trompeur, en fait, parce que qu'est-ce que ça signifie des semences traditionnelles? Si on parle des semences du domaine public, alors cette phrase est carrément fausse. Ah oui.
C'est pour ça que c'est ambigu. Oui. Et je me dis que c'est curieux que l'Académie d'agriculture, eh bien, fasse un texte pareil. La seule vision que j'aurais, c'est un texte trompeur. Le hasard. Oui, bon, mais néanmoins, les semences de ferme, qu'est-ce que c'est que les semences de ferme? Les semences de ferme, ce sont les semences que vous allez obtenir après la culture et que vous allez conserver pour être ressemées. Bon, mais en seconde génération. La loi sur les inventions biotechnologiques du 8 décembre 2004 ne concerne pas les semences de ferme. Enfin, ça paraît très curieux. Alors, en fait, ça nous permet d'aborder la question des droits de propriété intellectuelle. Grosso modo, quelle est la législation sur les droits de propriété intellectuelle? Aussi bien en ce qui concerne le certificat d'obtention végétale que les brevets. Les brevets s'appliquent aux OGM. Hein. Les OGM, ce qu'il faut savoir, c'est que, en plus, ils sont souvent appliqués, comme je le disais tout à l'heure, sur des plantes qui sont déjà hybrides, donc non reproductibles. Juste une question, les brevets s'appliquent aux OGM, mais pas aux hybrides F1. Non. Pas aux hybrides F1. Pour les hybrides F1, les variétés conventionnelles, on va dire, là vous avez le système du certificat d'obtention végétale qui est un brevet particulier pour les variétés végétales, hein, dont je parlais tout à l'heure. Mais en ce qui concerne le droit des agriculteurs de ressemer le grain récolté, hein, de faire de la semence de ferme, là il faut se référer donc aux différents régimes juridiques de droit de propriété intellectuelle. Pour le COV et pour le brevet, vous avez le même régime. Et là, de ce point de vue-là, ils ont raison, mais ils l'ont formulé de manière très ambiguë. C'est-à-dire que les agriculteurs ont le droit de faire de la semence de ferme, de ressemer le grain récolté, dès lors qu'ils vont payer au titulaire du droit de propriété, hein, soit un COV, soit un brevet, ce que la législation appelle une rémunération équitable, c'est-à-dire une royalties en fait. Donc, il ne s'agit pas d'un droit, finalement, le droit de ressemer, il s'agit d'une obligation de payer si vous faites de la semence de ferme. Vous faites de la semence de ferme, vous devez payer en seconde génération, en troisième génération, en quatrième génération, etc., etc., un droit, une royalties au titulaire du brevet ou du certificat d'obtention végétale. Donc, les OGM, pour en revenir à cette phrase, les OGM sont cultivés par des agriculteurs en Espagne, par exemple. Est-ce qu'ils ont le droit de ressemer le grain de maïs récolté? Je dirais qu'il ne s'agit pas d'un droit. Je dirais que s'ils le ressèment, ils ont l'obligation de payer des royalties. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, est-ce qu'ils ont la possibilité matérielle de ressemer le maïs, le grain de maïs récolté? La réponse est non, puisque à l'heure actuelle, les OGM qui sont semés en Espagne sont les seuls OGM cultivés en Europe, c'est le maïs. Hein. On est d'accord. Le maïs qui est commercialisé, c'est du maïs hybride F1 qui est non reproductible. Donc, c'est très simple. Les agriculteurs qui sèment du maïs OGM ne peuvent pas, matériellement, biologiquement, faire de la semence de ferme avec. Donc, ils sont obligés, chaque année, de racheter des semences. Et s'ils le faisaient malgré tout, de toute façon, ils devraient payer des royalties. Donc, ce texte, vous me confirmez qu'il est ambigu, c'est quelque chose, une façon je dirais qu'il est trompeur. C'est un texte trompeur. Oui. C'est-à-dire un texte destiné à tromper un auditoire non informé. Exactement. Alors je voudrais insister sur le fait que l'Académie d'agriculture, à qui j'accorde le statut d'un organisme éminent dans son genre, sérieux, eh bien fait là preuve d'un manque de sérieux évident puisqu'elle cherche à diffuser un texte trompeur. Oui. Vous êtes bien d'accord avec moi sur le ce plan texte juridique. témoigne d'une certaine volonté de manipulation de l'opinion, effectivement. Ce point est important et je vous remercie de me l'avoir confirmé. Très exact. Oui. Alors, en ce qui concerne cette loi que vous évoquez du 8 décembre 2011, dont on a beaucoup parlé en fait dans la presse. C'est du 8 décembre 2004. Non, vous m'avez parlé de la loi du 8 décembre 2011 oui, aussi en France, et qui concerne le certificat d'obtention végétale. Et on a vu que les agriculteurs se plaignaient beaucoup. En fait, il s'agissait effectivement de rendre la législation française conforme à la législation européenne. Le régime juridique s'appliquait déjà largement partout.
cette loi, en fait, pose l'obligation, comme je le disais tout à l'heure, de manière très généralisée, pour les agriculteurs de payer une rémunération équitable, donc une royalty, aux titulaires d'un certificat d'obtention végétale dès lors qu'ils feraient de la semence de ferme avec des variétés protégées. Et là, tout récemment, il y a eu un débat assez vif, assez houleux sur ces questions-là, le droit des agriculteurs de faire de la semence de ferme, etc., à l'occasion d'une loi sur la contrefaçon. Je ne sais pas si vous rappelez de ça. Oui, c'est exact, mais les auditeurs peut-être pas. Oui, parce qu'on avait un peu tout mélangé. C'est bien que tu nous expliques, parce qu'on retrouvait les sacs de Vuitton, les chemises de Lacoste, et on avait les semences dans le même paquet, quoi. Voilà. Donc ils ont voté tout en bloc, quoi. Oui, c'était une loi en fait qui visait à renforcer les prérogatives de l'administration, des douanes en particulier, de la répression des fraudes aussi, pour saisir et sanctionner les faits de contrefaçon. Alors, les semences de ferme sont qualifiées par le droit français. En particulier le code de la propriété intellectuelle, sont qualifiés de contrefaçon si il s'agit de reproduction de variétés protégées. Donc la semence qui est issue d'une variété protégée par un droit de propriété intellectuelle est qualifiée de contrefaçon. Et ce texte visait à donner à l'administration des fraudes la possibilité de détruire, par exemple, sur saisie, sur constat d'une contrefaçon, de détruire directement la marchandise contrefaisante. Et les agriculteurs de la Confédération paysanne en particulier se sont mobilisés pour faire sortir du champ d'application de ce texte les semences de ferme. Et ils ont obtenu gain de cause, et donc le Sénat a accepté a voté le texte en dernière lecture avec un amendement du gouvernement qui enlevait les semences de ferme du champ d'application de cette loi, ce qui ne signifie absolument pas que la semence de ferme n'est plus qualifiée aujourd'hui de contrefaçon, ce qui signifie seulement que l'administration des fraudes, les agents des douanes n'auront pas toute la palette des moyens qui leur sont donnés à l'heure actuelle par la réglementation pour sanctionner les contrefaçons dans les champs. Ça dans demeure les fermes, une contrefaçon, mais c'est une contrefaçon non sanctionnable en quelque sorte. Alors, c'est un peu bizarre. Enfin, oui, c'est un peu bizarre, effectivement, c'est tout à fait bancal. La semence de ferme reste une contrefaçon et elle reste sanctionnable malgré tout par des voies, disons, moins expéditives, et elle reste aussi sanctionnable. Elle reste susceptible de poursuite par les voies civiles, par le titulaire du droit de propriété intellectuelle qui poursuivrait en fait l'agriculteur contrefaisant et pourrait lui demander devant un tribunal civil des dommages d'intérêt, les royalties qui n'ont pas été payées, etc. Donc ça change pas beaucoup le paysage, mais ça a fait l'objet d'une forte mobilisation et d'un bon relais dans la presse. Voilà. Alors finalement, je vais juste en terminer avec les négociations sur le grand marché transatlantique, qui n'ont pas grand-chose à voir en fait avec la question des semences, parce que je pense que les négociations n'ont pas abordé encore la question des semences. C'est beaucoup trop précis. En fait, aux États-Unis, le catalogue officiel n'existe pas. Et puis, je me permets de vous poser une question. Vous aviez énuméré tout à l'heure, dans une discussion privée que nous avons eue à ce sujet, que la négociation était organisée en un certain nombre de chapitres. Ce premier chapitre étant le chapitre des biens, si je ne m'abuse. Oui. Et mais les semences, si elles devaient être insérées dans un chapitre, ça serait lequel ? Ça serait vraisemblablement dans le chapitre des biens agricoles. Mais je pense que là, les négociations ne sont pas entrées dans les sous-sections. On sait en fait à Bruxelles que les négociations à l'heure actuelle se portent sur le chapitre des biens. Donc la libéralisation du commerce entre les États-Unis et l'Europe sur les biens. Après, des négociations auront lieu sur les services, les marchés publics, les investissements financiers, etc. Mais pour l'instant, on en est aux biens. Et ce qu'on sait, ce qui a filtré à Bruxelles sur l'état des négociations, parce que tout ça est très secret, eh bien, c'est que l'Europe est prête à tout donner,
et parce qu'elle voit dans l'ouverture du marché européen aux entreprises américaines des perspectives de croissance faibles, mais des perspectives de croissance malgré tout de l'ordre de 0,2 ou 0,3%. Et de l'autre côté, les États-Unis qui voient leur économie, ma foi, se raffermir, s'améliorer avec la question des ressources pétrolières, des gaz de schiste, etc. Eux sont beaucoup plus difficiles, beaucoup plus durs en négociation. Et donc il semblerait que la Commission européenne et surtout les députés du Parlement européen, ceux qui composent la commission Relations extérieures en particulier, sont en train de se dire que finalement l'Europe a peut-être pas tant d'intérêt que ça à signer un grand marché transatlantique avec les États-Unis, vu que ceux-ci sont tellement durs en négociation, ne veulent pas céder grand-chose. Et puis, bien que ce soit pas un sujet qui soit très médiatisé, certains activistes sont en train de alerter la population. De plus en plus de conférences se tiennent ici et là sur le sujet. On a eu une émission de Daniel Mermet, etc. Et donc, il se pourrait aussi que ce soit un thème de campagne. Les élections européennes, comme je le disais tout à l'heure, c'est le 25 mai. Et donc, les députés s'inquiètent un petit peu de l'inquiétude grandissante de la population. Et donc, ils ont demandé à la Commission européenne de leur faire ce qu'ils appellent un hélicoptère summary. Helicoptery Summary, qui est une espèce de tract de propagande qui pourrait être jeté à la population par hélicoptère. C'est un peu comme ça. Une feuille simple avec les 10 points les 10 avantages du grand marché transatlantique présentés comme ça de manière très simple sur une petite feuille A4. Voilà, pour faire un peu la promotion, la propagande de ces négociations. Et d'un autre côté, les députés qui sont opposés à ces négociations et à ce grand marché transatlantique ont dit qu'ils allaient eux-mêmes rédiger un hélicoptère summary, mais en présentant les 10 inconvénients. Et donc, on en est là. La Commission a dit que, en attendant que le Parlement européen se recompose après les élections, elle allait organiser une consultation publique sur le sujet. Donc la Commission devrait très prochainement organiser une consultation sur ce sujet. Il s'agira de se mobiliser un peu sur la question. Voilà ce qu'on sait sur ces négociations. C'est pas beaucoup plus et ça n'a pas, pour l'instant, d'incidence directe sur la question des semences. Et c'est vrai que, comme vous le disiez, si le traité était finalement signé, il faudrait qu'on envisage quel va être le statut des semences, parce qu'on a une législation qui est très différente. Aux États-Unis, il n'y a pas de catalogue officiel. Il n'y a pas de procédure d'autorisation préalable de mise sur le marché. Les semenciers petits ou gros qui veulent distribuer des variétés du domaine public, le font, ma foi, parfaitement librement. On a des centaines de catalogues de variétés OPI, de variétés fixées, ils appellent ça OPI, Open Pollinated, qui appartiennent au domaine public, qui ne sont pas protégées et qui sont en libre diffusion aux États-Unis. Et en revanche, en Europe, on a ce carcan législatif très strict qui, ma foi, ne satisfera pas les Américains, à mon avis. Il faut voir ce qui s'est passé en Colombie aussi, l'été dernier. Alors, la Colombie, donc... Alors, attendez, la Colombie, c'est un peu particulier. Je reprends la parole une seconde. On repart pour 4 heures. On repart pour 4 heures d'émission. Non, mais attendez, nous avons toute la matière qu'il faut, mais je voudrais rappeler à nos auditeurs qu'ils écoutent sur Radio Courtoisie le libre journal des sciences et des techniques, dirigé par votre serviteur Paul de Vels, et qui reçoit aujourd'hui les membres de l'association Cocopelli, Karine Fleit, Jocelyn Moulin et Blanche Magarino-Rey. Excusez-moi, mais je pense que c'est nécessaire afin que les auditeurs qui prennent l'émission en route sachent à qui ils ont affaire. Et je vous prie de continuer. Peut-être que je peux laisser la parole à Karine sur la Colombie, sur la problématique des semences, parce que je ne veux pas être la seule à parler d'ailleurs. Alors sur la Colombie, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'été dernier, donc les accords ont été signés entre les États-Unis et la Colombie.
Et on a assisté en fait à un mouvement général de la population, tout simplement parce qu'en fait les semences anciennes qui étaient cultivées depuis des générations et des générations ont été privées, enfin ont été ramassées, brûlées, enfin voilà. Donc on a eu tout un soulèvement pour dénoncer, j'ai envie de dire cette imposition de semences venues des accords. Tu peux continuer, Blanche. D'ailleurs, ce point est important parce qu'il n'y a pas que la Colombie, il y a également le Mexique, et le Mexique est connu pour le maïs comme étant le réservoir mondial des maïs les plus bizarres que l'on puisse imaginer. Il y a d'énormes quantités de variétés de maïs au Mexique, et qui en particulier souffrent de l'arrivée de hybrides américains qui ont tendance à les détruire par pollinisation croisée. Et 80% du maïs file aux États-Unis pour faire des nécrocarburants. Voilà. Alors, ceci étant, la Colombie est un point important, mais je vous laisse, Madame Margarino-Rey et Madame Flette, le soin de faire un duo sur ces questions. Dimanche 15 juin, à Paris, fête de la courtoisie. À l'espace Champéret, dimanche 15 juin, de 11h à 19h, venez à la rencontre de toute l'équipe de Radio Courtoisie, de ses patrons d'émission et de ses collaborateurs, qui vous invitent à partager ce moment d'intelligence et d'amitié. Vous retrouverez les écrivains qui se sont exprimés à Radio Courtoisie. Ils vous dédicaceront leurs œuvres. Venez compléter votre bibliothèque. Venez acheter d'irremplaçables cadeaux, offrez des livres dédicacés. Demandez dès maintenant vos billets d'entrée. Envoyez-nous un chèque avec une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse. Retenez, dimanche 15 juin, fête de la courtoisie, espace Champéret, 1 place de la Porte de Champéret, Paris 17e, accès par la rue Jean Estrécher, métro Porte de Champéret. Entrée 5 €, gratuit sur présentation de la carte d'auditeur et pour les personnes de moins de 27 ans. Écrivez à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Alors sur la Colombie, en fait, c'est difficile de démêler un peu le vrai du faux. Disons que de manière générale, les entreprises semencières s'y prennent en 2 temps, si possible. D'abord, elles demandent par le biais d'accords de libre-échange. C'est ce qui a été fait avec l'accord de libre-échange entre la Colombie et les États-Unis. Mais un accord de libre-échange complètement similaire a été signé l'an dernier entre l'Union européenne et la Colombie. Et il demande donc par le biais de ces accords de libre-échange à ce que le pays signataire, donc en l'occurrence la Colombie, approuve et ratifie une convention internationale sur les droits de propriété intellectuelle sur les variétés végétales. Ça commence comme ça. Donc cette convention internationale, ça s'appelle UPOV, Union pour la protection des obtentions végétales. Et cette convention UPOV, elle a déjà été pratiquement adoptée par tous les pays de la planète, mais dans une version de 1978 qui permet aux agriculteurs de faire de la semence de ferme à partir de variétés protégées. D'accord ? Mais c'est vrai que ces variétés protégées, elles sont distribuées sur toute la planète et il faut pas se voiler la face non plus. En Colombie, il s'agissait surtout de riz. En Colombie, il y a déjà beaucoup d'agriculteurs qui cultivent du riz à partir de variétés protégées et plus de variétés créoles ou de variétés natives. Donc, ces agriculteurs, ils faisaient de la semence de ferme à partir de variétés protégées. Et les États-Unis ont exigé que la Colombie approuve une version ultérieure de cette convention internationale, une version de 1991, qui là, pour le coup, comme en Europe, en fait, impose aux agriculteurs qui feraient de la semence de ferme de payer des royalties. Donc, le paiement de cette rémunération équitable. En fait, même la convention est plus stricte que ça. Elle interdit la pratique des semences fermières. Et elle dit, de manière exceptionnelle, les pays peuvent adopter une dérogation, mais dans ce cas, si cette dérogation est adoptée, à ce moment-là, les agriculteurs qui feraient de la semence de ferme devraient payer cette rémunération équitable, donc c'est royalties. Donc la Colombie s'est exécutée,
et a approuvé cette convention internationale UPOV dans sa version de 1991. Puis bon, il y a des groupes locaux qui sont des gardiens de semences, qui ont d'ailleurs contesté la loi de ratification de cette convention, et le Conseil constitutionnel colombien a annulé la ratification. Malgré tout, l'administration colombienne, par des actes réglementaires qui s'appellent des résolutions, on ne sait pas trop quelle valeur ils ont, mais l'administration, sur la base de ça, a commencé à mettre en œuvre les dispositions de cette convention internationale, et donc elle s'est permise, un peu à la façon de ce qu'aurait fait la répression des fraudes en France ou les agents de la douane avec le vote de cette loi sur la contrefaçon, elle s'est permise d'aller dans les greniers à grains des agriculteurs et de saisir les semences fermières qualifiées de contrefaçon et de les brûler dans l'instant. Des tonnes. Il y a eu énormément. Voilà, ce sont été des tonnes de semences qui ont été brûlées. Ça ne se fait pas encore en France, mais il y a quand même des procès qui sont faits aux agriculteurs. Et à Cocopelli. Alors, est-ce qu'on aura le temps de parler un peu de la procédure de Cocopelli depuis X années? Mais attendez, je pense qu'il faut un petit peu continuer le sujet de Madame Magarino-Rey jusqu'au bout et de Madame Flett, de façon à ce que je dirais, on le presse bien le citron. Alors, oui, qu'on termine. C'est pas le moment. Et qu'il n'y ait plus de pépins, quoi. Voilà, exactement. Ensuite. Alors moi, j'aurais juste une petite chose à dire. Si vous êtes intéressé par le sujet, il y a un magnifique documentaire qui a été fait par une Chilienne qu'on peut trouver sur Internet, qui s'appelle 9.70. C'est le nom de la fameuse loi, et justement qui explique et qui retrace ce soulèvement et ce qu'il en a décliné. Voilà. Ah oui, je savais pas, oui. Mais c'est-à-dire que les Américains ont toujours été, sur tout ce qui est commercial, extrêmement dur en négociation. Et au fait, on a l'impression que l'Europe agit vis-à-vis d'eux, un peu comme, vous savez, je ne sais plus si c'est un film populaire, je crois que c'est des Bronzés, où vous avez une personne qui part en vacances dans un pays qui pourrait être le Maroc ou un pays peut-être plus au sud, et qui cherche à acheter une babelote pour touristes, et le bibelot est vendu 100 dinars, mettons, et elle lui dit, je te l'achète pour 20. Alors la personne dit non. Je te l'achète pour 50. La personne dit non. Et puis au bout d'un certain temps, il revient avec son bibelot, et ses amis lui demandent, mais tu as payé combien? Mais je l'ai marchandé à 100. C'est à peu près ce que l'on fait, ce que la Commission de Bruxelles fait avec les États-Unis, c'est-à-dire les Américains ne veulent absolument pas céder. Et alors, dans ces conditions, on se demande vraiment quel est l'intérêt pour nous de rentrer dans cette négociation. Aucun. C'est bien ce que je voulais vous dire. On risque d'y perdre. Mais parce que une croissance de 0,2. On risque à vous dire comme la Colombie, finalement. C'est-à-dire que je suis très inquiet, en particulier de tout ce qui est agricole venant des États-Unis, parce que c'est quelque chose où ils ont littéralement laminé un certain nombre d'économies de pays dits du tiers-monde, et qui, en fait, étaient extrêmement dépendants de la production locale vivrière. Et cette production locale vivrière, à partir du moment où elle est tombée sous le coup de sociétés américaines, on pourrait citer par exemple les grandes sociétés vivrières américaines comme l'United Fruit, qui est spécialiste de plantation de bananes, eh bien l'industrie locale a été laminée. Et je pense qu'on aurait tort de sous-estimer cette capacité d'être d'excellents négociateurs pour leurs intérêts des Américains. Je ne vois pas l'intérêt qu'on a à négocier un bibelot pour l'acheter finalement au prix du vendeur. Oui, exactement. Alors après, en Colombie, il y a ces questions de droit de propriété intellectuelle, et puis ensuite il y a les questions de commerce des semences. Et là, on a vu l'administration colombienne récemment faire une nouvelle proposition de résolution. Suite au soulèvement des agriculteurs, un soulèvement très important, et au niveau national. Et l'administration colombienne fait une nouvelle proposition
qui n'a pas été adoptée pour le moment, mais dans laquelle elle nous dit les semences finalement qui sont pas protégées, les semences créoles, les semences natives, celles qui ont été utilisées traditionnellement par les paysans, eh bien celles-ci, on va les soumettre à des conditions très strictes pour leur commercialisation. Donc vous voyez comment ça se met en place, un petit peu comme en Europe. D'abord on vous dit si vous utilisez des variétés protégées, eh bien vous allez devoir, pour faire de la semence fermière, payer des royalties. Et en ce qui concerne les variétés du domaine public, qui constituent une alternative à ces variétés protégées, eh bien on va encadrer très strictement leur commercialisation, de sorte que vous soyez naturellement orienté vers les variétés protégées. Alors une question qui serait vraiment intéressante, par exemple, vous avez des grands groupes d'associations de consommateurs comme Que Choisir. Je suggère à Que Choisir ou des associations du même type d'aller sur les marchés dans la région parisienne ou en France et d'essayer de voir quelle est la proportion de légumes F1 qu'on y trouve et est-ce qu'il reste encore beaucoup de légumes qui proviennent des vieilles... Sans parler de ça, il n'y a aucun contrôle aujourd'hui sur les légumes, j'ose dire, issus de produits chimiques au niveau de la culture, rien du tout. Il y a des contrôles qui sont faits au niveau des cultures biologiques, agrobiologiques, mais le reste n'est absolument pas du tout contrôlé. C'est pas les 2 agents de la répression des fraudes par département français, puisque le gouvernement précédent les a pratiquement supprimés, ils sont noyés dans ce que j'appelle un autre département, la direction sanitaire et vétérinaire, qui vont contrôler tout ce qui se passe sur un département. Comme dit Pierre Rabhi, maintenant on peut se souhaiter bonne chance au lieu de bon appétit, parce que quand on va sur le marché, on ne sait absolument plus ce qu'on mange. Pouvez-vous dire quelques mots sur Pierre Rabhi? C'est un personnage, disons, on pourrait qualifier de charismatique et intéressant. Vous l'avez cité. En quelques mots, dites-nous qui c'est. Jojo, tu t'y colles? Non, 4 heures de nouveau. C'est parti. Il a une double culture, comme il le dit lui-même. Il est vice-président de l'association Cocopelli depuis sa naissance. Donc on connaît bien le garçon en question, puisqu'on travaille à ses côtés depuis très longtemps et vice-versa. Après, c'est très difficile. Il est dans tous les médias, donc tout le monde le connaît. Il est encore passé, je sais pas, il y a 2 jours, dans Thé et Café, des choses comme ça. Donc il se livre, j'allais dire, aux médias d'une manière, à mon avis, un peu simple. Enfin, c'est une tête pensante de l'époque moderne. Enfin, il aborde beaucoup de sujets. De l'agroécologie. Et de l'agroécologie, en quelque sorte. Et alors, ce que je dis, c'est que sur ces questions, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Le commun des mortels n'est pas du tout informé. Et alors, surtout, une chose sur laquelle on n'a pas assez insisté, mais qui vient de votre dernière réflexion, c'est que les hybrides F1 sont fragiles parce que ce sont des semences très homogènes qui sont sensibles aux maladies. Donc on est obligé de les traiter en abondance pour éviter que il y ait des moisissures, toutes sortes de choses qui arrivent par exemple sur les tomates, sur les concombres, etc. Tandis que les semences traditionnelles, elles, ont une certaine forme de robustesse acquise et innée. Et de ce fait, on ne se rend pas compte également que sur les marchés, les tomates, par exemple, issues d'hybrides F1, sont bien plus traitées que celles que les variétés traditionnelles, qui n'ont pas besoin en particulier de traitements très très forts. C'est-à-dire que, à la limite, je dirais que si on voulait réellement trouver des variétés qui sont bonnes pour la consommation, il faudrait voir si les limaces ont survécu ou si on trouve quelques limaces dans une feuille de laitue. C'est une preuve de qualité. Qu'est-ce que vous en pensez? Pratiquement, vous savez, les tomates à l'heure actuelle, ce sont des balles de tennis et qui ont ce qu'on appelle, nous, en jargon très clair, au niveau de ces légumes, des long life. On s'est amusé dernièrement encore avec Dominique, on achète des tomates long life, fustiles F1 en bio. Alors on est sur une radio qui... Long life, en français, mais attendez, pour une durée de vie très
très longue. C'est un terme technique qui est utilisé par la grande consommation, mais ça veut dire qu'essentiellement, si vous avez une tomate traditionnelle, elle va être mûre et vous pouvez pas la garder un mois sur sans la mettre au congélateur. Les autres, vous les gardez 3 mois au-dessus du frigo. Tandis que les variétés dites long life, à longue vie, sont précisément des variétés qui sont construites non pas pour leur qualité gustative, mais pour durer très longtemps et permettre leur transport. Madame Flett, vous savez. Moi, je voulais dire quelque chose de pas très marrant, mais en fait, on s'est rendu compte que les corps se décomposaient de moins en moins à cause de tous les produits qu'on pouvait retrouver dans les légumes, les conservateurs, les pesticides, etc. Et du coup, par exemple, en Allemagne, il y a des cimetières qui refusent maintenant qu'on enterre les personnes à cause de ça. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on est tellement imbibé de produits chimiques qu'on risquerait de... Alors, pour revenir aux hybrides F1 quand même, vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on sait sur les marchés quelle est la proportion d'hybrides F1 reproductibles, non reproductibles et les variétés du domaine public? En fait, nous on sait en regardant le catalogue que 99% de ce qui est utilisé à la fois en conventionnel et en bio sont des hybrides F1, et dans certaines espèces, vous avez une concentration des entreprises semencières qui est phénoménale, et donc par exemple pour les melons, vous avez, en ce qui concerne les melons, une chance sur 2, y compris en bio, de manger un melon Monsanto. Même melon Monsanto hybride F1. Donc il faut que les gens le sachent. Si on veut avoir une consommation responsable, je pense qu'il faut faire le choix d'un... comment on appelle ça, un itinéraire de production, c'est vrai, mais aussi il faut avoir une démarche consciente en ce qui concerne les variétés qui sont utilisées. C'est pas seulement les produits chimiques, c'est pas seulement la concentration des entreprises, c'est aussi faire un geste pour la conservation de la biodiversité. Le poireau, par exemple. Tout. Et le alors maintenant, est-ce que vous avez, Madame Blanche. Non, Blanche, bon, très bien, Blanche, on va s'appeler par son prénom, ça sera plus sympathique. Oui. Donc Blanche, est-ce que vous avez plus ou moins terminé cette espèce de catalogue affreux des horreurs bruxelloises archi-déprimant? Oui, tout à fait, oui. On va passer sur du non déprimant. Alors bon, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte qu'on négocie des accords qu'on n'a aucun intérêt à signer, qu'on est en train de se faire tondre de tous les côtés, que en fait tout le système de l'agriculture et des semences est aux mains d'un certain petit nombre de très grandes entreprises qui ont fabriqué des lois à leur mesure et qui excluent absolument tout autre intervenant, et les agriculteurs là-dedans sont plus ou moins des victimes parce qu'ils n'ont pas, ils sont absolument cadenassés dans un système affreux. Alors moi je voudrais juste revenir un tout petit peu là-dessus, les victimes, les agriculteurs victimes. Alors oui, certes, parce qu'ils ont été pris dans un système et il est difficile d'en sortir. On l'a bien vu, il y a certains agriculteurs en bio, enfin en conventionnel, qui ont eu du mal à passer en bio. Ils font le pas malgré tout. Le pas en ce qui concerne les semences, il est difficile à faire aussi parce qu'il faut trouver sa clientèle, il faudrait trouver des circuits courts de manière généralisée, etc. Mais il y a une part malgré tout de complicité aussi chez les agriculteurs dans tout ce système, parce que ils se plaignent beaucoup de ce qu'ils ne peuvent pas faire de la semence de ferme, mais ils se fournissent tous en semences brevetées, en semences protégées de chez Limagrin, Monsanto, Syngenta, etc. Sans aucun scrupule pour la biodiversité. Donc nous, moi ce que j'ai envie de leur dire, c'est si vous voulez retrouver votre autonomie, parce que c'est ça que vous voulez en vous battant sur la question des semences fermières, eh bien revenez vers vos variétés paysannes, revenez vers les variétés du domaine public. C'est la seule solution. Alors ils vous répondront qu'ils sont plus ou moins les variétés qu'ils doivent semer, c'est imposé par la coopérative dont ils dépendent. Oui, exactement. Ça veut dire qu'il faut réfléchir à la sortie de tout un système. Enfin, c'est pas évident, mais c'est quelque clair. chose de très inquiétant. Madame Flett, oui. Vous avez peu parlé et vous avez des choses à dire. Alors déjà, je vais parler de mon expérience avec Cocopelli, puisque je suis membre de Cocopelli depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Donc j'ai eu la chance, il y a une dizaine d'années, de faire partie
bénéficier, on va dire, du projet Semences sans frontières que propose Cocopelli, puisque j'ai mis en place avec mon mari, qui est Touareg, donc au nord Niger, des jardins agroécologiques. Et face en fait au changement climatique, face à une population nomade qui était vraiment en désir de, on va dire, de semi-sédentarisation, on avait commencé ensemble à faire un programme pour justement apprendre à ces nomades qui sont plus sur de l'élevage, qui ne connaissaient pas la sédentarisation et qui ne connaissaient pas justement le maraîchage, mettre en place un programme avec de la semence reproductible. Malheureusement, notre programme s'est arrêté parce que dans le Sahel, comme vous avez dû l'entendre, il y a énormément de soucis. Donc c'est quelque chose qui a été mis en stand-by pour le moment. Mais... En arrêt momentané. Voilà, en arrêt momentané. Pour ma part, pour des raisons de sécurité aussi. Mais entre-temps, en fait, nous avons eu 2 petites filles. Et la plus jeune de mes filles, qui a 5 ans aujourd'hui, a révélé en fait une polyallergie alimentaire à 80 aliments. Donc l'acte nourricier, enfin l'importance de la semence que j'avais avant, s'est décuplé parce que en fait de se retrouver face à un enfant qui refuse en fait l'alimentation qui lui est proposée, et elle n'est pas la seule, hein, on entend de plus en plus d'enfants qui sont allergiques, m'a doublement, on va dire, mis les doigts dans la prise de conscience. Il se trouve qu'un jour, j'ai entendu Jocelyn, que je connaissais déjà, discuter avec une femme, donc Claire Chanu, du mouvement Femmes Semencières, parler du projet justement de relier en fait partout sur la planète des réseaux de gardiens et de gardiennes de semences existants. Ça m'a donné l'envie de faire ça chez moi. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que je suis courbevoisienne. La mairie a mis en place des jardins partagés. Et je me suis dit, chiche, on y va, on va proposer pour les courbevoisiens qui le veulent, pour cette aventure, un jardin partagé en semences reproductibles. Écoutez, je vous félicite pour cela, parce que il est évident que les Américains, les États-Unis, eh bien, sont des gens qui interviennent sur toute la planète. Sauf à Courbevoie. Ouais. Sauf à Courbevoie. Et donc, ce qui est, si vous voulez, en fait, eh bien, il est important que Cocopelli s'intéresse aussi à toute la planète. Vous êtes d'accord? On s'intéresse à toute la planète. Alors, le mouvement des femmes semencières, il a pour but, en fait, d'inciter et d'accompagner des initiatives simples, locales, de reproduction de semences aussi bien dans les écoles, dans les maisons de retraite, les jardins partagés, donc comme à Courbevoie, et aussi avec les actions incroyables comestibles, si on avait entendu parler, ce qui est en fait, on va dire, une relocalisation des potagères dans les milieux urbains, où on se réapproprie des lieux, des territoires communs, où on laisse en fait les gens cultiver et partager la nourriture. Bref, Madame Flett, vous nous dites cultiver votre jardin. Oui. C'est tout un programme, et je pense que si les gens qui nous écoutent veulent cultiver leur jardin, eh bien ils ne vont peut-être pas aller dans les graineries habituelles, et je leur suggère de s'approvisionner chez Cocopelli. Je vous redonne la parole. Oui, alors je vais rebondir sur les graineries justement. L'expérience du jardin partagé à Courbevoie, au début, ça a été un petit peu compliqué parce que il faut savoir que l'être humain a peur, et l'être humain qui est formaté a peur de l'autonomie. Et donc, au début, on s'est confronté, les coordinateurs du jardin, à un problème parce que les gens ont eu peur de faire de la semence reproductive, de repartir de la graine à la graine. Et en fait, dès qu'on a mis en place des ateliers, des bacs participatifs où les gens ont pu semer, il y a une mamie qui avait pris de l'avance parce qu'elle était impatiente de planter des choses dans son jardin, donc elle avait fait plein de semis sur son balcon, et au moment où les autres commençaient à semer, elle avait déjà récolté ses graines, et ça a été le déclic. Et à partir de là, les gens sont sortis, j'ai envie de dire, de ce formatage, n'ont plus eu peur et n'ont plus eu envie d'aller aux jardineries, et ils ont eu envie de comprendre, ce qui donne maintenant une expérience magnifique, puisque on arrive à faire des ateliers tous ensemble avec de beaux projets de permaculture. Voilà. En tout cas, je voulais insister sur le fait, chers auditeurs, si vous voulez avoir des légumes
qui ne soient pas traités à des produits toxiques au point que on ne sait pas si vous voulez, ça ne va pas vous intoxiquer gravement en mangeant quelques morceaux de tomates. Eh bien, cultivez vos légumes dans votre jardin. Ce n'est pas toujours facile d'ailleurs, parce que la culture, le jardinage est un art et il faut un petit peu travailler quand même. Il faut remuer le sol, bon, attendez, il faut s'y mettre. Et ceci étant, ça marche bien. Et au lieu d'aller bêtement dans la grainerie la plus habituelle où on vous donnera des rangées de graines de tomates F1 ou de courgettes F1 ou tout ce que vous voulez, eh bien contactez Cocopelli et là vous tomberez sur des graines qui sont de variétés anciennes qui auront précisément l'avantage d'être plus robustes et goûteuses. Est-ce que j'ai bien résumé la situation ? Complètement. On fait régulièrement des salons et des foires bio, comme on en parlait tout à l'heure à Paris, et régulièrement, donc tous ces amis parisiens et ceux de la province, donc très proches, donc la Grande Ceinture, viennent acheter des semences et ils ont des jardinières, ils ont des bacs, il y a des jardins terrasses, il y en a partout. Et moi, je vous invite, chers auditeurs, le 13, 14, 15 et le 16 juin à la porte de Versailles, au salon Naturali, pour venir nous rencontrer. On pourra discuter ensemble. Et sur le site de Cocopelli, vous pouvez trouver tout ça. Madame Fett. Il y a les femmes semencières et aussi oui, qui peuvent vous accompagner. C'est ce que j'allais dire. Et si vous voulez être femme et homme gardiens de la vie, vous pouvez aussi nous retrouver sur le site de Femmes Semencières, www.femmes-semencières.com. Et nous avons également une page Facebook. Vous tapez Femmes Semencières et vous allez avoir toutes les actualités. Merci beaucoup. Alors, je voudrais maintenant que vous nous fassiez un petit peu une description plus précise du fonctionnement de Cocopelli. Parce que vous avez 3500 variétés. C'est énorme. Comment est-ce que vous faites pour les cultiver, pour ramasser les graines? Alors, il faut savoir qu'en général, si vous voulez avoir des graines de tomates, de n'importe quoi, si vous achetez, par exemple, c'est des graines Beaumont. Bon, Beaumont, c'est un marchand, un grainetier. Et vous allez acheter des graines, vous allez avoir un sachet minuscule, vous aurez peut-être une dizaine de graines dans chaque sachet. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est compliqué. Il faut arriver à ramasser les graines, à les mettre, à les ensacher. C'est un travail énorme. Et comment est-ce que Cocopelli... Je veux bien vous répondre très rapidement, mais quand j'entends le mot Beaumont, petit gros semencier de Nancy, j'ai envie de passer la parole, où on en parlera plus tard si on a assez de temps. Toujours est-il que Cocopelli fonctionne avec 25 salariés aujourd'hui. Le siège social est arrivé donc en Ariège, où on vient d'acheter 15 hectares de terre avec un bâtiment agricole pour pouvoir faire de la semence pour alimenter notre campagne Semences sans frontières. Sinon, on travaille avec 18 producteurs de semences biologiques certifiés, contrôlés par les organismes certificateurs en bio un peu partout en France, qui nous fournissent de la semence après des contrats qu'on a passés avec eux, des discussions, des réunions. Et en fonction de toutes ces petites semences qui arrivent donc en bonne et due forme au siège de l'association, on fait des tests de germination, on met en sachet, on imprime nos sachets en 6 langues puisqu'on a une antenne en Allemagne, une antenne en Suisse, une antenne aussi donc en Belgique qui marche très très bien. Et puis après on continue à faire ça, donc on fait de la commercialisation à partir du siège social. Il y a un secteur donc envoi correspondance très important, plus un secteur livre qui permet d'avoir aux gens une accessibilité aux livres sur le jardinage en bio et choses comme ça, et tous les salons que l'on fait, les foires des plantes, quoi. Oui, alors je pense que tu peux parler aussi des parrains et marraines. Il y a plein de choses à parler, on repart pour 4 heures. Qui s'occupent de la collection. Absolument. Voilà, donc j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, donc au niveau de la deuxième partie, la deuxième gamme, la gamme collection, en fait, qui est accessible gratuitement pour les adhérents actifs, solidaires ou bienfaiteurs, qui est alimentée à 90% par les marraines et par les parrains, donc des gens qui ont pris en charge une variété du style, je sais pas moi, le haricot Saint-Fiacre. Ils vont jusqu'au stade de la semence, comme je le disais, ils gardent des semences, des graines de haricots pour eux, ils en ont trop, ils les donnent à Cocopelli, et après nous on distribue des milliers de sachets de semences, hémisphère sud, Europe de l'Est et même associations françaises. Donc ça fonctionne également grâce à un réseau de bénévoles. Et c'est chacun de ces très important s'occupe de variétés. Donc c'est véritablement un magnifique ouvrage. Cocopelli, fin 2013, c'était presque 9000 adhérents. Ouais, et des parrains, on doit être entre 4000 et 5.
4005 en ce moment. Donc qui prennent en charge une variété et qui assurent et qui font un merveilleux travail. Vous savez, je pense que le monde du jardinage en France, c'est 20 millions. Il y a 20 millions de jardiniers en France. Donc c'est quand même important. On a une tradition jardinière très très importante. Les gens ont quand même encore un peu les pieds sur terre. Mais il faut quand même insister sur une chose, c'est que tous ces jardiniers amateurs qui font des semences, ils les font pour la campagne Semences sans frontières. Les semences qui sont vendues par Cocopelli, distribution commerciale, c'est uniquement le réseau des producteurs professionnels. Ouais, c'est clair. Il faut faire la distinction. Tout ce qui est vendu sur les salons par site internet est naturellement produit à des producteurs professionnels à qui on achète des semences, des fois jusqu'à 4000 € le kilo. Voilà. Et après, on commercialise. Mais ça, c'est du côté professionnel. Après, le côté, donc, semences sans frontières, alimenté par les marraines ou par les parrains, ce sont donc des jardiniers qui ont pris ça en charge. Mais quand on n'en a pas assez, et quand on a les reins solides sur le plan financier, on achète de la semence à nos producteurs professionnels pour la donner à travers la campagne Semences sans frontières. Donc, on achète pour donner. Objectif numéro 1 de Cocopelli, donner de la semence. Le don de la semence. Et puis, quand on sait qu'une courge peut donner combien, Jocelyn, de graines? Je sais plus, 200, grosse quantité. 200. Et pensez à un pied d'amarante, les enfants. Oui. Un pied d'amarante qui peut monter à 3 mètres ou 3 mètres 50. On parle d'une petite graine qui peut monter à 1 milliard de graines. Donc, on pourrait, j'allais dire, réensemencer la planète entière. Et l'histoire d'éradication de la faim, mais ça se fait en 8 jours. Oui, mais alors c'est cette espèce de conservatoire d'espèces anciennes. Pourquoi donc vous limitez à ce qui se mange en quelque sorte, parce que par exemple je pense à quelque chose qui n'a aucun rapport avec les semences potagères, ce sont par exemple les roses anciennes. Alors, on a les fleurs, on a beaucoup de fleurs, on a une gamme de fleurs très très importante. Vous faites aussi des fleurs, parce que les roses anciennes, s'ils se propagent par bouturage, oui, c'est ça, je participe à l'association d'amateurs de roses anciennes à la roseraie de l'Aïle-les-Roses, et ils se plaignent que parfois des variétés disparaissent parce qu'elles se propagent par greffage, effectivement, et parfois, eh bien, certaines variétés sont peu vigoureuses, le greffon meurt, et puis ensuite la variété a disparu. Il y a beaucoup d'associations en France, on va parler des croqueurs de pommes aussi, qui sont des anciennes variétés de pommes. Je pense, en parlant des roses, on le voit à Courson et on le voit à Saint-Jean-de-Borgard, c'est André-Ève, toutes les variétés anciennes, ceux qui existent. Mais après, c'est pris en charge, à dire, par des gens, des jardiniers, ils s'occupent de ça. Alors nous, on peut pas s'occuper de tout, mais on s'occupe aussi des fleurs. On a un potentiel fleur très très important. En tout cas, et même des fleurs comestibles. Ah oui, comme les la bourrache, par exemple, entre autres. Les jardins de sauveterre qui protègent aussi les fleurs sauvages. Les jardins, Jacques et Colette, qui font un merveilleux travail dans la Creuse et qui commercialisent donc à la fois des fleurs sauvages, des plantes sauvages, des aromatiques et font des mélanges extraordinaires et qu'on retrouve en commercialisation sur les stands de Cocopelli. C'est un pays merveilleux, puisqu'il y a des initiatives comme celle de Cocopelli. Alors Cocopelli, il faut encore rappeler que c'est quelque chose qui est né en 99. Oui, et puis qui est Cocopelli? Il n'a que 15 ans d'âge. Qui est Cocopelli? Pourquoi Cocopelli? Une divinité amérindienne de la fertilité, qui est liée à la fécondité. Petit joueur de flûte bossu, mais sa bosse n'est pas une vraie bosse. C'est un sachet de semences. Et quand il joue de la flûte, il insuffle la vie aux semences de Cocopelli, qui sont des semences de vie. Donc c'est un semeur de vie. Oui, alors ça c'est une question que je m'étais dit que je vous poserais à la fin pour savoir quelle est l'origine, parce que évidemment beaucoup de gens qui ne connaissent pas votre association, eh bien vont se la poser. Vous avez donné la réponse. Légende amérindienne, Hopi, Navarro, dans les 3 Amériques, on retrouve la silhouette de Cocopelli. Sur des poteries, dans des grottes, 3000 ans, 4000 ans en arrière. Parce que justement, je pensais au maïs. Eh bien, au Mexique, il y a une quantité extraordinaire de maïs sauvages et qui sont cultivés. Et là-dessus, ça serait certainement une opération intéressante d'aller chercher ces différentes variétés. Chant du maïs, Titus, je vous enverrai la légende. Dominique avait traduit un texte extraordinaire qui est lié aussi à Cocopelli et à la semence reproductible, le chant du maïs, Titus. Et pour parler du Mexique et du maïs, Claire part bientôt au Mexique avec 15 kilos de semences. Et on vous dira pas de comment, parce que c'est interdit de passer un sachet de semences. Donc je vous dirai le secret hors antenne. Bon, mais ça, je dois dire que 15 kilos. C'est déjà difficile
de traverser les États-Unis avec des graines, parce qu'on ne peut pas passer d'un État à l'autre avec des graines. Mais est-ce que ce n'est pas plutôt l'inverse, c'est-à-dire rentrer des États-Unis, rentrer du Mexique avec des graines? Est-ce que c'est possible de sortir des graines du Mexique et de les apporter en France? Des deux côtés. Vous allez en Inde, vous n'avez pas le droit d'emmener le petit sachet que j'ai dans mes mains. Vous entendez, chers auditeurs? Vous n'avez pas le droit. Vous devez signer en bas avec une petite croix dans le visa à la sortie entre Mumbai et Delhi et Bangalore. Oui. États-Unis, pareil. Canada, pareil. Partout. Et on en passe des kilos. Mais c'est un secret. Vous ne le répéterez pas. Bon, écoutez, soyons légalistes, parce que je suppose que vous avez assez de procès comme ça dans le cadre normal de vos activités. Simplement, il faut quand même se dire que lorsque une législation arrive au summum de l'imbécilité, eh bien, il faut qu'il y ait des gens courageux qui se lèvent pour essayer de se battre contre elle. Alors, il est évident que, par exemple, si on regarde la situation des semences agricoles, je maintiens que la majorité de nos auditeurs ne devaient pas savoir que pratiquement c'était impossible à un agriculteur de faire des semences de ferme dans de bonnes conditions. C'est impossible parce qu'il est tenu par sa coopérative, il ne peut pas les ressemer librement sans verser des royalties. Et alors surtout, eh bien, on a très peu parlé des OGM, mais bien entendu, vous avez tous les procès qui sont faits par des sociétés fabricantes d'OGM pour vérifier dans le génome des organismes qui ont, disons, des plantes qui ont été ressemées pour voir si par hasard, eh bien, ça ne pouvait pas rentrer dans le cadre du brevet. Alors, il est évident que si par exemple vous avez un agriculteur qui a un champ de maïs traditionnel, bon, et à côté l'agriculteur voisin, eh bien, a un champ de maïs OGM, eh bien, le pollen de l'OGM va sur le champ de maïs traditionnel, ce qui fait que l'agriculteur qui veut faire des semences de ferme va semer un maïs hybridé sans qu'il le sache. Et à ce moment-là, deuxième opération, la société va contrôler de façon illégale, bien entendu, parce que ça veut dire pénétrer dans la propriété d'autrui, et vérifier que les grains de maïs contiennent une partie du génome de sa variété protégée et va faire un procès à l'agriculteur. Et qu'il va perdre. Et il s'appelle Percy Schnasser, il est canadien. Ainsi que 108 avec lui, qui ont perdu contre le numéro 1 qui s'appelle Monsanto. Ah, mais ça, c'est dans clair, la presse. Net et précis. C'est dans la presse. Alors, c'est ce qui se passe en réalité dans ce processus. Dans ce processus, on se rend compte qu'on est dans une espèce de phase où la mondialisation aboutit à l'aliénation des populations autochtones. C'est nous, les autochtones. On vit en France et en fin de compte, vous avez des multinationales qui s'associent pour fabriquer une législation à leur mesure, pour faire des négociations commerciales qui leur accordent tous les droits. Et en pratique, eh bien, il n'y a que disons l'huile de coude, le génie français qui crée Cocopelli et qui permet de s'en sortir. Pour combien de temps encore ? Alors là, c'est une bonne question parce que est-ce que vous n'êtes pas inquiet que la législation évolue afin de vous étrangler davantage? Oui, on est très inquiets. Quelle terre, dans le micro, s'il vous plaît. Quelle terre laisserons-nous à nos enfants et quels enfants laisserons-nous à notre terre? Bon. Vous avez d'autres commentaires? Oui, on est assez inquiet sur la réforme et on a bien l'intention de se mobiliser pour qu'elle ne soit pas trop liberticide. La réforme, précisez bien laquelle? La réforme de la législation européenne sur le commerce des semences. Qui en ce moment est écrite par et pour les industries semencières. Oui, et alors personne n'en parle. Je pense qu'il serait bon qu'on fasse davantage de publicité. Oui. On compte sur vous, parce qu'il n'y a pas que le match de foot. Eh bien, écoutez, je voudrais quand même que vous soyez d'accord avec moi pour rendre hommage à Radio Courtoisie qui nous donne cette tribune aujourd'hui. Mais je vois Madame Flette qui a encore une question. Je vous en prie. Non, c'est pas une question. En fait, c'était pour rebondir sur ce que disait Jocelyn. La citation de Femmes semencières, c'est tous ensemble,
urbains et ruraux, nous avons le devoir de nous réapproprier notre alimentation, notre santé, notre pouvoir, notre souveraineté pour assurer un avenir à nos enfants. Et ça, je pense vraiment que c'est crucial. Il faut vraiment éduquer maintenant les enfants, parce que je pense qu'il y a des générations qui ont occulté ça, et voilà, l'avenir. Bon, bien, écoutez, je vais faire une espèce de petite plaisanterie à notre ami Henri de Lesquen, qui est président de la radio, en me permettant de citer Winston Churchill, qui disait, dans les pires conditions de la guerre, où l'Angleterre était sur le point de perdre, et finalement il dit « Never surrender », n'abandonnez jamais. Et je pense qu'il faut que nous continuions ce combat pour le bien de la planète, de nos enfants, et pour la survie de la biodiversité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense que je donne rendez-vous à nos auditeurs pour une émission prochaine dans 4 semaines.